Nous y voilà. Alors pour commencer dans une bonne ambiance, on va mettre les téléphones sur mode avion. Comme ça, vous pourrez quand même prendre des photos. Merci en tout cas d'être tous là. Là, ça fait du bien de voir un amphi plein pour autre chose que des cours. Donc on va assister à votre marrainage de promotion, puisque, bon, pour ceux qui ne le savent pas, donc je suis François Cassière, je suis chargé un petit peu par Benjamin depuis quelques années de coordonner un peu ces cérémonies de parrainage et de marrainage, et l'objectif était aussi de trouver des parrains et des marraines qui sont représentatifs de l'école, de par les formations qu'ils ont fait, de par les parcours qu'ils ont suivis, et de par surtout des trajectoires de carrière, et avant tout aussi de par leur état d'esprit. Et là, je pense que question état d'esprit, vous allez avoir une marraine en tout point remarquable par rapport aux valeurs portées par l'école. Et donc, on suit la règle de l'alternance. Les années paires, ce sont des dames, les années paires, ce sont des messieurs. Donc, vous aurez donc dans 2 ans, pour votre remise de diplôme, une marraine qui viendra vous remettre vos diplômes et célébrer ça comme il se doit. Juste avant, donc, je vais donner la parole à Benjamin, à tout doyen, tout honneur, qui va vous donner quelques petits mots de bienvenue. Et puis après, je vous ferai rapidement une petite présentation un peu plus personnelle de votre marraine, puisque j'ai eu la chance de la voir comme étudiante il y a maintenant 20 ans. Ouais, ça rajeunit pas, merci. Et, et donc après, je la laisserai vous décerner son message pour la première partie de la soirée, puis en deuxième partie, 3/4 d'heure à peu près, 1 heure si vous voulez, il y aura un petit jeu de questions-réponses où vous pourrez lui poser toutes les questions que vous voulez. Voilà. Alors, ce n'est qu'un au revoir. Je vais peut-être commencer par ça. Je ne vais pas vous chanter la chanson. C'est un moment aussi un peu particulier pour moi, parce qu'on est très content, on est ravis avec François de vous avoir nombreux, d'avoir l'amphi qui est nombreux. C'est ma dernière, puisque je ne serai plus le doyen de l'école le 31 décembre. Voilà. Donc je resterai à l'école, mais plus en tant que doyen. Donc voilà, c'est un moment marquant pour moi. C'est un moment marquant pour l'école parce que, comme l'a dit François, c'est un moment où on fait école. On est dans des domaines où on est passé, on est aussi des anciens avec François. Hein. Les IAE, c'était une espèce de république libre qui était une agrégation de diplômes et on avait beaucoup la culture d'être un ancien d'eux. Un ancien du DESS machin, un ancien de tel ou tel diplôme. Et on a eu à cœur aussi de travailler, ça a commencé sous le mandat de Damien Talbot, mon prédécesseur, aussi à développer ce collectif, parce que ce qui est rigolo, c'est que quand vous allez rencontrer des gens, quand on rencontre des gens à l'extérieur, les gens qui sont passés, je me suis retrouvé dans une réunion récemment, quelqu'un qui était passé par l'IAE de Nancy en disant moi aussi je suis une ancienne du réseau IAE. Aujourd'hui, il y a 39 IAE en France. Le nombre d'IAE ne fait que croître. Dans les années arrivant, il y a l'IAE de Saint-Étienne. Donc c'est quelque chose qui des fois tombe sous le coup. C'est-à-dire quand vous rencontrez quelqu'un d'un autre IAE en dehors de l'IAE, ben vous aussi, vous faites partie de la grande famille du réseau des IAE. Aujourd'hui, c'est plus de 500 000 diplômés. Mais des fois, c'est quelque chose qui ne tombe pas forcément sous le sens. Et pourtant, c'est important parce que vous partagez plein de choses au-delà de la vie de vos diplômes. Et cette cérémonie de parrainage, aujourd'hui de marrainage, elle rentre dans cette logique. On a à cœur maintenant d'avoir des parrains et des marraines qui sont des anciens, qui vont aussi pouvoir vous expliquer leur parcours depuis qu'ils sont sortis des rangs de l'université. Ils vont vous présenter ce qu'ils ont fait. Donc voilà, c'est important. Et à ce titre-là, je ne saurais que trop remercier mon collègue et ami François Cassière parce qu'il faut beaucoup d'énergie pour s'occuper du réseau des anciens de l'IAE. Il le fait avec beaucoup de passion, beaucoup d'énergie et beaucoup de volontarisme. Donc voilà, c'est aussi important de remercier François et bien évidemment Cécile Cubizol qui nous fait l'honneur d'être là ce soir. J'ai déjà trop parlé, je suis bavard. Voilà, vous m'écouterez plus.
pour la soirée promise, sauf pour poser des questions. Voilà. Merci à vous en tout cas d'être présents aussi nombreux. Même si mon mail tout à l'heure, vous ne laissez pas trop le choix. Hein. Le mail doyen, c'était moi. Mais je vois que vous avez bien lu cet excellent courriel. Allez, bonne conférence. Ouais, ça fait partie des 2 moments institutionnels, hein, avec la remise de diplôme, oui, sur lesquels il y a vraiment une présence quasi naturelle, voire obligatoire, par rapport à tout ça. Alors, je voudrais associer sera dans 2 ans. Ouais, mais je voudrais associer au remerciement que tu m'as prodigué aussi les responsables de formation, parce que certains jouent vraiment la carte à fond. Donc je vois notamment les responsables, la mention marketing, à chaque fois c'est des fidèles. Il y a aussi le cousin Sylverin là, qui avec sa mention logistique aussi joue bien le jeu. Donc c'est des petits pas aussi qui font que l'objectif c'est pas de se substituer à ce qui se fait à l'intérieur des diplômes, mais c'est bien d'essayer de créer quelque chose de... Voilà, puis je gardais les 2 meilleurs pour la fin, Samuel et Norbert, ma jambe droite et ma jambe gauche, dans la mention management stratégique, avec qui on fait un trio où on essaye de faire aussi avancer les choses, y compris pour les alumni. Donc je tenais aussi à les remercier ce soir. Et sur la fiche que vous voyez, vous avez aussi 2 petits logos que vous voyez tout en haut à droite, là, événements labellisés. On a lancé l'an dernier... des petits labels. Alors si vous avez des initiatives étudiantes ou autres, vous pouvez venir nous voir ou nous envoyer un petit mail en disant « Ah, on voudrait faire labelliser... Alors c'est juste entre nous, hein, mais c'est dans le cadre de la certification ICSB pour laquelle on a franchi la dernière étape. Et ces petits labels permettent aussi, nous, de recenser dans le cadre de la certification toutes les manifestations qui se font. Donc il y en a une pour les initiatives étudiantes, mais il y a un labellisé Alumni for Culture, Alumni for Health, Alumni for Nature, etc., etc. Donc vous avez tout un tas de petits labels sous lesquels vous pouvez ramener vos initiatives personnelles ou étudiantes. Et qui l'essentiel, c'est que ce soit à destination d'alumni et que dedans vous ayez les alumni comme participants. Donc voilà, si vous y pensez, vous envoyez un petit mail. Maintenant, je vais prendre mon anti-sèche et puis je vais vous présenter très rapidement votre marraine. Alors avec des choses très simples, hein, ça va être très court, mais pour parler de Cécile, on pourrait un petit peu aussi mobiliser quelques chanteurs qui ont parlé un petit peu de ce qu'elle a vécu. On va commencer par, moi je dirais un peu Aznavour au départ, quand il chantait « Hier encore j'avais 20 ans », où je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. 20 ans, c'est ces 2 décennies hein, qui font que tu étais sur les bancs de la fac et nous, on était en face, quelquefois cruel, quelquefois sympa, mais toujours à poser des sujets difficiles. Donc c'était aussi Nougaro avec sa chanson « Cécile, ma fille », il y a 20 ans, voilà, où tu étais encore jeune, pleine d'espoir, pleine d'envie, avec un parcours dont tu parleras beaucoup mieux que moi à tes filleuls. Et surtout, tu fais partie d'une promo, la promo 2005, que j'ai eu la chance de revoir souvent, parce qu'il se trouve qu'ils sont restés tous en contact les uns avec les autres, 167 étudiants, ce qui montre bien un petit peu l'esprit communautaire un peu de ces alumni, et qui se font des petits afters de temps en temps, donc ils invitent encore des vieux. Ça leur fait remonter un peu la moyenne d'âge, mais c'est sympa de voir que toutes et tous ont gardé ce lien des études et qu'ils l'ont surtout cultivé pendant toutes leurs années. Donc, avant de te donner la parole, je vais faire un petit parallèle avec nos amis belges, parce qu'eux aussi, ils avaient leur Cécile de France. Ben, nous, on a notre Cécile d'Auvergne. Voilà. Et puis, on en est bien content et on est bien fiers. Donc, du coup, je vais maintenant la laisser se présenter et vous dire ce qu'elle a à vous dire. Voilà. Donc, bonsoir à toutes et tous. Tout d'abord, je remercie... oui, merci François. Je remercie Monsieur le Doyen et puis effectivement toutes les équipes de l'IAE et puis particulièrement François pour cette sollicitation. Voilà, je suis honorée d'être là ce soir avec vous. C'est un plaisir. Je vais vous parler effectivement un peu de mon parcours pour arriver effectivement jusqu'à l'IAE et au diplôme, et puis ensuite effectivement ce que j'ai commencé à faire dans mon boulot. Aujourd'hui, j'ai 43 ans, donc il me reste encore quelques années à faire. Et on verra quand il sera un terme. Mais donc j'en suis presque... J'ai pas fait la moitié encore, je crois. Donc il me reste encore. Donc c'est vous parler de ça avec, voilà, avec simplicité, en toute humilité, et puis modestie, et puis vous partagez un petit peu cette expérience-là.
Peut-être je ne peux pas repasser sur la diapo. J'ai fait des diapos très simples, vous allez le voir, parce que finalement, je ne vais pas mettre des photos de moi et des selfies aux quatre coins du monde, parce que c'est la chance que j'ai eue, c'est de parcourir le monde entier. La chance que j'ai eue aussi, c'est de côtoyer beaucoup de leaders, beaucoup de monde, beaucoup de personnalités. Mais finalement, tout ça, on s'en fiche un petit peu. Donc j'ai fait aussi le choix d'une présentation avec 7 citations, où chacune d'elles, finalement, dans une étape, parcours de ma vie professionnelle, ont eu un sens et ont fait écho. Et si finalement, à la fin de cette soirée, vous ne retenez pas grand-chose de moi, c'est pas très grave. Ce qui serait intéressant, c'est qu'au moins sur une des 7 citations, un jour, vous en ayez une qui vous parle aussi dans votre boulot, et que vous puissiez aussi vous servir de ces bons mots pour vous poser aussi des questions, pour vous remettre en question ou pour vous interpeller sur des choses. C'est ce qui fait aussi notre job d'aujourd'hui, finalement, c'est que ça bouge beaucoup, ça change beaucoup, et donc il faut aussi savoir s'adapter. Ça fait partie aussi des profils plutôt du savoir-être, d'avoir ces ouvertures-là. Donc, je m'appelle Cécile, moi je suis née à Aurillac, dans le Cantal, là où tout le monde, souvent, me disait « Ah, tu viens du Cantal, assez loin, c'est au milieu de rien ». Et en fait, moi je ne comprenais pas pourquoi on me disait ça, parce qu'en fait, c'était surtout près de tout, puisqu'en fait, depuis le Cantal, j'ai fait le monde entier. Donc, la preuve qu'effectivement, l'homme n'a de frontières que celle du courage. Aujourd'hui, c'est quand même pas très compliqué de bouger et d'être assez curieux, ouvert d'esprit et d'aller voir un petit peu ce qui se passe ailleurs, et d'où qu'on soit. Donc, pour moi, il n'y a pas d'obstacle à être du Cantal et à partir finalement aussi découvrir le reste. J'ai eu cette chance-là avec mes parents, en connaissant déjà très très bien mon Cantal natal. Voilà, j'en suis très attachée. Je suis une Auvergnate convaincue. Je suis tombée dedans quand j'étais petite, comme Obélisque, et finalement aujourd'hui ça en fait mon métier. Et ça a fait effectivement tout mon parcours autour de ça. La chance que j'ai eue, c'est effectivement de pouvoir bouger déjà dans le Cantal, de bien le connaître, de bouger tout autour, de bouger dans plein de régions de France. Ça, on avait la chance de pouvoir bouger. Aujourd'hui, maintenant, vous bougez peut-être encore plus, je ne sais pas, mais voilà, vous allez à Paris, vous allez à Lyon, vous allez à Montpellier, on peut bouger partout. Et finalement, on découvre à chaque fois, en étant pas très loin, des choses assez étonnantes, des gens remarquables, on fait des rencontres. Et puis ensuite, après, ça a été aussi d'aller à l'étranger et puis de découvrir des choses. Et là, c'est un petit peu le parcours que j'ai eu, c'est que moi, j'ai fait un bac ES, un bac éco, à Aurillac. Après le bac, on postule dans plein d'universités, plein de facs, plein d'écoles. Et finalement, j'étais prise partout, donc je pouvais choisir. Et finalement, j'ai fait le choix de mon DUT GEA à Aurillac, donc gestion d'entreprise et d'administration, en me disant j'ai toujours la bougeotte. Et finalement, même dans le début de mes études, j'ai quand même fait le choix de rester à Aurillac, parce qu'en fait, ce que j'allais y prendre ou ce que j'allais apprendre à apprendre, finalement, je pouvais l'apprendre partout. Et donc, ça me permettait de continuer à rester avec mes amis, ma famille, et ça ne me lié à rien pour ensuite bouger. Donc j'ai fait mon DUT GEA, c'est là effectivement que j'avais François déjà qui intervenait à l'IUT d'Aurillac tard le soir, donc, et lui ensuite est rentré sur Clermont après avoir fini ses cours. Quand j'ai fini le DUT, on a effectivement un stage à faire. Ça aussi, c'est quelque chose auquel j'étais beaucoup attachée dans le choix de mon école. Le DUT, c'était effectivement le stage. Moi, je m'étais dit, c'est bien, on apprend des choses, mais c'est bien aussi d'aller voir un peu ce qui se passe pour de vrai. Pas dire, nos profs, ils nous racontent, oui, ils sont là pour nous enseigner, pour nous apprendre à apprendre, mais effectivement, on va voir un petit peu ce que ça a fait dans la vie quand on se retrouve dans une entreprise à faire un stage, entre ce qu'on a appris et ce qui se passe, ou ce qu'on va attendre de nous, ou ce que nous, on va pouvoir apporter aussi, notamment dans une entreprise. Et sur le stage de fin d'année, je suis allée voir la directrice de l'IUT à l'époque, et je lui ai dit, moi, je vais faire mon stage à l'étranger. Et je vais partir en Allemagne. Et toute ma promo, on était 80 et quelques, toute ma promo, tout le monde ne se posait pas la question, puisque quand vous étiez à l'IUT d'Aurillac, finalement, vous avez toutes les PME, toutes les banques, toutes les assurances qui vous proposaient les stages, donc vous n'aviez presque même pas besoin de les chercher. Et on me dit, non, c'est pas possible. Personne part en Allemagne faire son stage de DUT GEA. Et je dis, si, parce que moi j'ai déjà pris le billet, donc je vais dans le nord de l'Allemagne. Alors j'avais appris l'allemand, j'avais déjà fait pas mal de régions allemandes. Le nord, je connaissais pas, donc j'ai pris un billet de train. Je vous le dis, on parle du train et catastrophe, mais à l'époque, faire Aurillac, Brême, nord d'Allemagne, il fallait être un peu
ne fallait pas se poser de questions, il fallait être optimiste. Donc vous mettez 19 heures, hein. C'est un peu compliqué, c'est un peu long. Et vous arrivez à Brême et vous n'avez pas de stage. Donc j'ai dû faire un papier à l'école, à l'université, qui avait appelé à la maison pour dire pourquoi elle veut partir. Elle a un stage dans une agence de crédit agricole. Ensuite, elle aura un boulot quand elle sortira de GEA. Et puis, pourquoi elle veut se mettre des difficultés? Et en fait, ce n'était pas une difficulté, c'était simplement une opportunité parce que en fait, je savais ce que j'aimais pas, mais je ne savais pas ce que j'aimais. J'aimais faire plein de choses. À l'IUT, c'était l'intérêt. J'avais appris, on commençait à apprendre plein de choses. On faisait du droit, de la logistique, du contrôle de gestion, de la compta, du marketing, de la communication, du commerce. Mais en fait, il y a des trucs que j'aimais pas et il y a des trucs que j'aimais bien. Et j'ai dit, en fait, moi, je ne sais pas après si je vais rentrer dans une banque. Je ne sais pas si ça va être ça qui va m'intéresser. Donc, je suis partie en Allemagne, effectivement, en signant une dérogation comme quoi l'école était responsable de rien et qu'il fallait que je me débrouille. Et j'ai trouvé un stage. Alors, comment on fait, hein? On arrive en Allemagne, on fait comme on peut en France, hein, à l'époque. On prend son téléphone, on prend un annuaire, on va sur Internet et puis on cherche. Et je voulais faire du marketing. Donc, je m'étais dit, je vais voir comment ils font du marketing en Allemagne. Ce que j'ai appris en DUT, c'est... Voilà. Et mon niveau d'allemand était basique, hein. Je sortais du bac, je faisais de l'allemand encore à l'IUT, mais je savais me présenter, je savais gérer 2-3 trucs. Et vous vous retrouvez avec des entretiens d'embauche en allemand, où vous comprenez à peu près qu'ils ne vous prennent pas, qu'ils ne prennent pas de stagiaires, et alors encore moins une Française qui parle un petit peu allemand. Et en fait, je faisais comme si je ne comprenais pas, et j'insistais. Et il y a un entretien qui s'est passé comme ça, dans une grosse agence de marketing qui avait des implantations partout en Allemagne, dont le siège était à Brême, qui était dans plein Brême, porte à laquelle j'avais sonné. L'assistante m'avait dit je ne comprends pas, je vais appeler une responsable. Et je lui dis je veux un rendez-vous pour venir travailler chez vous 3 mois. Alors, déjà expliquer ce que c'est un DUT en Allemagne, quoi, un bac plus 2. Il faut expliquer aux Allemands à quoi ça correspond un peu chez eux pour qu'ils vous parlent. Et la responsable de l'antenne me dit mais pourquoi vous venir chez nous? Pourquoi? Je dis je veux apprendre. Alors c'était vraiment une très très grosse agence, donc ils travaillaient pour L'Oréal, ils travaillaient pour Nordsee, pour vraiment des grosses marques, notamment qui voulaient effectivement s'implanter et se développer en Allemagne. Et donc c'était des études de marché, ils avaient plein de salles où on mettait tout le monde en situation, etc. Je trouvais l'entreprise juste géniale. Et là je lui dis je veux vraiment, c'est 3 mois, franchement je ne prendrai pas de place, je ne serai pas chiante, prenez-moi. Et là elle appelle le grand directeur qui descend de là, alors en plus de ça en allemand, c'est pas caricatural, mais il s'appelait Uwe Muglart, et taillé comme un allemand, une énorme porte qui faisait 6 fois ma taille, et à qui j'explique que j'ai pris un billet de train depuis le centre de la France pour venir à Brême faire du marketing dans une entreprise allemande, et que c'est chez lui que je veux être. Là il me dit Auvergne? Je dis oui. Il me dit le Sancy? Oui. Il me dit, mais moi, quand j'étais jeune, je suis partie avec un van, j'ai traversé toute l'Europe et je suis passée par le centre de la France et je connais l'Auvergne, c'est magnifique, il y a des volcans, etc. Oui, oui. Puis là, ils donnent des instructions en allemand et ils me disent, vous l'apprenez. Donc je me retrouve effectivement, vous voyez, c'était quasiment improbable que cette porte, une fois poussée, j'ai demandé, on m'aurait taillé et dit non, c'était fini. Vous insistez un peu et vous montrez simplement que vous êtes motivé pour apprendre, motivé pour essayer de faire et pour essayer de faire de votre mieux. Et finalement, c'est un peu ça qu'il faut retenir, c'est que parfois, sur le papier, on n'a pas toutes nos chances. Il y en a peut-être qui sont mieux placés sur le papier. Et finalement, c'est un petit peu en forçant ce destin que je me suis retrouvée dans cette entreprise-là, à faire du marketing pour des grands noms internationaux, dans cette entreprise allemande, avec des implantations dans toute l'Allemagne. Et ça a été une expérience formidable. Et je suis rentrée à Aurillac faire ma soutenance. Et finalement, tous mes potes de promo, ils avaient tous fait la même chose, quoi. Tous, ils étaient au guichet de leur agence bancaire, d'autres dans les assurances, et finalement de soutenance de stage en soutenance de stage, parce qu'on s'écoutait les uns et les autres. Ils avaient tous fait plus ou moins la même chose, parce que régulièrement, l'entreprise, elle prend des stagiaires et puis elle leur fait faire ça. Et moi, j'arrivais, je détonnais un petit peu avec ma mission, et en disant finalement, vous voyez, on m'avait expliqué que c'était pas possible. J'avais pris mon billet de train. Je suis partie, j'ai vu, et finalement, j'aurais pu très bien rentrer 2 semaines après en disant,
je me suis plantée. Est-ce que Crédit Agricole, vous me prenez toujours? Bon voilà, je m'étais dit, c'est pas très grave. Je rattraperai le coup si ça foire, je rattraperai le coup quand je rentrerai, quoi. Et puis finalement, ça s'est bien passé. Et c'est ce qui m'a donné aussi le goût et le souhait ensuite de poursuivre mes études, puisque je ne savais pas quand j'ai fait l'UT si j'ai arrêté, que je continuais. On parlait de bac plus 5, etc. Parce que je vais étudier 5 ans. Hein, comment? Ouais, maîtrise de DSS. Je ne sais pas. Je ne sais pas si je continuerai d'étudier. Et j'ai candidaté à plusieurs écoles, dont l'IAE de Clermont. Et ce qui m'a plu à l'IAE aussi, c'était ce côté on va dire, de l'ensemble des matières qu'on pouvait voir, et puis aussi cette ouverture que vous aviez à l'époque avec pas mal de pays. Donc je m'étais dit, ça c'est intéressant parce que si je ne veux pas le faire, je ne le fais pas. Si je veux le faire, finalement j'aurai aussi l'opportunité de continuer à voyager. Et tiens, tu peux passer la diapo suivante, parce qu'effectivement c'était un petit peu cette curiosité-là qui a fait que finalement on est bien un peu, quoi. On peut bouger un peu partout et finalement on va apprendre d'autres choses. Par contre, ça permet aussi, mais on va dire de l'autre côté de la rue, ou de l'autre côté du département, de l'autre côté de la région, comme de l'autre côté de l'Europe ou de l'autre côté du monde, si vous êtes un peu curieux, un peu ouvert, un peu intéressé, que vous avez envie de parler aux gens, finalement, même en parlant un petit peu allemand, je me suis débrouillée. Bon, j'ai bossé le soir, hein, j'avais des cours d'allemand particuliers pour me mettre à niveau, c'était un peu l'exigence, donc on n'a pas rien sans rien non plus, hein. Il a fallu que je travaille en plus du travail, mais j'apprenais l'allemand avec des Italiens, avec des Finlandais, avec des Espagnols, avec des gens qui venaient du monde entier. Et donc finalement, tous ces gens-là, d'autres qui étaient du nord de la France, tous ces gens-là, je suis toujours en contact avec eux, parce que finalement, on avait tous atterri à Brême, un peu dans des parcours complètement différents. Par contre, on a tous besoin d'apprendre l'allemand le soir, donc on devait tous bosser. Et finalement, ça nous a aussi... donc après, ça vous permet de dire, tiens, j'ai un copain en Italie, il nous invite. Et puis en fait, on s'est tous vus et revus et dans nos pays respectifs pour aussi continuer finalement de se faire découvrir. Nous, c'était autour de la bouffe, hein, parce que on était étudiants, donc c'était plutôt les boissons et la bouffe qui nous réunissaient. Mais c'est aussi une façon aussi d'échanger. J'ai eu la chance sur la partie licence de faire mon stage en Roumanie. Là aussi, une fois en Roumanie, les week-ends, vous partiez en Bulgarie, vous partiez en Grèce, vous partiez. Donc finalement, on pouvait aussi bouger et puis parcourir toute la Roumanie, parce qu'on avait la chance aussi d'avoir d'autres élèves de la promo qui étaient un peu partout en Roumanie. Et donc on s'est, moi j'étais sur Bucarest et on a tous beaucoup bougé. Donc au-delà du boulot, parce c'était un stage et il fallait quand même travailler, hein, mais c'était aussi la capacité en fait à apprendre et à vous adapter. Ça, c'est quelque chose qui vous sera utile, que vous alliez dans le monde entier ou que vous restiez par ici. C'est quelque chose qui est vraiment, qui est un savoir, en fait, qui se vit et qui s'apprend pas. Donc, faites vous aussi vos expériences de curiosité dans ce qui vous intéresse. Bouger, rencontrer des gens et effectivement, quand finalement vous leur parlez, ils ont la curiosité. Si vous êtes curieux à propos d'eux, ils seront curieux aussi à propos de vous. Donc finalement, j'ai commencé très jeune à être ambassadrice de l'Auvergne parce que je les ai saoulés avec tout ce qu'on avait chez nous, très vite, très tôt. Et finalement, il y en a aussi qui sont venus découvrir l'Auvergne en me disant « Attends, tu nous en parles tellement que voilà, allez, c'est bon, on va venir voir ». Et finalement aussi, ils ont découvert ce milieu de la France qui, pour eux, vu d'Italie, d'Espagne, etc., était au milieu de nulle part. Et ils en sont aussi tombés profondément amoureux pour l'authenticité, la simplicité qu'il y avait sur notre territoire. Et donc, c'était aussi une façon pour moi de partager ce qui étaient mes racines et en même temps de m'enrichir de ce qu'eux avaient à partager de ce qu'ils étaient de leur vie. Et donc là, c'est aussi pour ça que cette citation sur la destination n'est jamais un lieu, mais une nouvelle façon de voir les choses, ça aussi, finalement, c'est ce qu'il faut aussi retenir de ces expériences, au-delà de ce que j'ai appris, on va dire techniquement parlant, dans mes stages. Ce que j'ai retenu, c'est finalement ces rencontres et se dire, plus on en apprend, plus on a envie d'en apprendre. Ça demande effectivement du travail. Il n'y a pas de, moi, j'avais pas de baguette magique pour me débrouiller. Il fallait que je le fasse. Personne ne le fera à ma place. Donc ça aussi, si vous prenez en main,
finalement, il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas aller au bout de ce que vous souhaitez faire. Quand j'ai fini j'ai été diplômée de l'IAE, c'est mon stage de fin d'études qui m'a permis finalement de trouver mon job juste à l'issue de mon stage. Et pour parler du stage de fin d'études, moi j'ai fait une lettre de motivation et un CV. Et je l'ai envoyé à un endroit. J'ai mes copains et mes copines, ils en avaient fait 120, d'autres 150, je me rappelle, ils mettaient tout ça. Bon, à l'époque, voilà, on n'avait pas tous le mail. Donc, ils mettaient ça sous courrier, avec des enveloppes, ils en avaient pour je ne sais pas combien de timbres, etc. Et moi, j'ai dit, mais en fait, j'ai pris le temps de vraiment faire une lettre comme je veux la faire, et je veux la faire à cet endroit. J'ai candidaté. J'ai été reçue à un entretien aussi, pareil, où on m'explique qu'ils ont trop de boulot, ils n'ont pas le temps. On me fait comprendre, en gros, on aimerait bien te donner l'opportunité de te recevoir, mais bon, voilà. C'est un peu compliqué pour nous en ce moment. On a trop de boulot, on a trop de ci, on a trop de ça. S'occuper d'un stagiaire, c'est trop contraignant. Finalement, je leur dis, mais moi, je vais être autonome. Hein. Je ne vais pas vous embêter. Vous me dites ce que j'ai à faire. Moi, je suis là pour apprendre. Je ne vous embête pas. Et si je ne sais pas, donc ça revient effectivement, si je ne sais pas, je demanderai. Et si je sais, je partagerai. On est étudiant, il faut revenir avec beaucoup d'humilité. On n'a pas encore fait grand-chose, même si à la fin de l'IAE, avec un bac plus 5, dans le cursus que j'ai eu, moi j'avais fait 18 mois en entreprise, donc 18 mois de stage cumulé, ce qui était effectivement assez différenciant par rapport à ceux qui sortaient exclusivement de fac, hein, qui n'avaient pas du tout mis un pied dans le monde professionnel. Mais voilà, vous partez du fait que vous dites, en fait, ce que je ne sais pas, je vais l'apprendre et je vais travailler. Et je vais travailler dur et je ne serai pas un boulet. La personne finit par me dire, bon, je vais vous prendre. Et puis, vous allez m'aider sur ça, vous allez m'aider sur ça, etc. Et donc, j'ai fait un stage où je me suis vraiment éclatée. Et quand j'ai fini, on m'a dit, tu reviens lundi prochain, on te prend en CDD pendant 6 mois. Parce que là, on a un gros coup de rush avec un gros événement. Il y a beaucoup de dossiers. Donc, c'était sur... Mon métier, c'était quoi? J'accompagnais la personne qui était en charge du développement international des entreprises d'Auvergne. Donc son métier était simple et compliqué à la fois, c'est de conseiller les entreprises d'Auvergne, donc des 4 départements, qui souhaitaient se développer à l'export. Donc c'est effectivement du ciblage marché, c'est de savoir avec quelle offre on va y aller, c'est de savoir comment on va la vendre, c'est de voir si les aspects de propriété intellectuelle sont prêts, savoir si les contrats sont prêts, savoir si logistiquement on va savoir l'envoyer, si dans l'entreprise, quelqu'un va pouvoir gérer aussi l'interface dans la langue du pays, c'est de choisir les salons professionnels sur lesquels on peut attaquer ce marché, c'est de faire des missions de prospection, et puis c'est de commencer effectivement à démarcher les premiers clients. Et il y avait une particularité dans la structure dans laquelle j'étais, on gérait les financements pour ces projets. Et donc on m'avait demandé d'instruire et là vous faites du boulot où en fait effectivement l'entreprise vous présente son projet, son plan de développement, et vous essayez de voir les aides. Alors les subventions, les crédits d'impôt, les financements bancaires qui sont mobilisables sur son projet. Alors c'est sur les US, c'est sur l'Inde, c'est sur c'est tous les pays du monde et dans des entreprises qui sont des PME. Donc ça va être dans la machine-outil, dans l'agroalimentaire, dans la cosmétique, dans les biotech, dans la plasturgie, dans tous les secteurs d'activité qu'on a effectivement sur le territoire. Donc c'était jamais pareil. Chaque cas d'entreprise était différent. Donc là c'est pareil. On ne me demandait pas d'être spécialiste de la plasturgie. Par contre, on me posait des questions parce que moi, effectivement, je devais conseiller l'entreprise pour savoir comment elle allait aborder ce marché étranger. Et donc, il fallait comprendre son marché pour aussi être capable de bien la conseiller. Donc ça aussi, c'est pareil. On trouve de l'information de façon phénoménale, mais il faut aussi savoir la lire, il faut savoir l'interpréter, il faut savoir quelque part la digérer, il faut savoir la synthétiser pour pouvoir donner les éléments de décision au chef d'entreprise. Et bien ça aussi, c'est quelque chose où finalement tout le monde va avoir accès à tout, sauf qu'après, ce travail-là, c'est quelque chose qu'il faut savoir faire. Et finalement, ce savoir-faire-là, il s'apprend en se pratiquant. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut que vous reteniez. Finalement, aujourd'hui, encore plus aujourd'hui, on a accès à tout. Vous avez tous accès à tout de la quasiment même façon. Par contre, cette capacité à pouvoir l'analyser et à pouvoir aussi la synthétiser, c'est ce qui va faire votre valeur aussi dans une entreprise, de transmettre, de communiquer pour prendre les bonnes décisions. Et donc ça aussi, c'est pareil, c'est des mécaniques, c'est une architecture, c'est une structure que vous devez avoir pour finalement être capable,
à peu près dans n'importe quelle situation, ou quelles que soient vos fonctions dans une PME, ou dans une entreprise, pas qu'une PME, mais dans une entreprise ou dans une organisation, de pouvoir effectivement être interfacé avec l'ensemble des services et pouvoir, on parlait de management stratégique, à ces niveaux-là, effectivement, être en capacité de pouvoir fournir les bonnes informations, aider à la décision ou prendre la décision. Et cette question un peu de si tu ne sais pas, tu demandes, et si tu sais, tu partages, c'est quelque chose, moi, forcément, que j'ai appliqué. Je sortais d'école, donc j'aurais eu la prétention de tout savoir. Tant vous dire, je vous ai dégommé. Hein. Moi, j'avais 22 ans et j'ai expliqué à des chefs d'entreprise comment on allait aborder le marché indien. Donc, il faut beaucoup travailler pour arriver à apporter ça. Et c'est pas que seul, c'est en travaillant avec des experts dans plein de structures. Donc là, c'est la connexion, c'est le sujet de réseau. C'est ce qui aujourd'hui fait que je suis à la marque Auvergne. Mais cette notion de réseau, cette notion de connaissance, cette notion aussi de poser des questions, d'interpeller, dire là je vais avoir besoin, etc. de vous, parce que quand on parle de développement international, celui qui aurait la prétention de tout savoir, c'est pas possible. Donc il faut travailler avec des avocats, il faut travailler avec des banquiers, il faut travailler avec des logisticiens, il faut travailler avec des commerciaux, il faut travailler avec des gens du marketing en Allemagne, pas du marketing français qui va traduire en allemand. Donc en fait, il faut appréhender plein de dimensions différentes pour être en capacité de conseiller. Et je me suis retrouvée effectivement en CDD dans cette organisation. Et puis finalement, après, j'ai été prise en CDI. Et on a proposé d'autres... donc c'est sur la diapo suivante, s'il te plaît, François. C'était ce qu'on m'a un petit peu dit. En fait, tout ce qu'on peut faire dans mon conseil, c'est de le transmettre. Et là, j'ai eu la chance, parce qu'on parlait de rencontres, hein, je vous l'ai dit, finalement, j'ai eu aussi des bonnes rencontres. Ça a été de rencontrer deux anciens de chez Michelin. Quand je dis les anciens, c'est que moi j'étais très jeune et eux étaient très vieux. Et quand je dis très vieux, c'est qu'ils avaient plus de 80 ans. Voilà. Et ces deux anciens, donc voilà, Monsieur Foll et Mademoiselle Célier, qui ne sont plus de ce monde, à l'époque, en fait, c'était une cellule un peu particulière de chez Michelin, où ces gens-là, ça avait été... donc Monsieur Foll, lui, c'était celui qui avait ouvert Michelin dans le monde entier. C'est-à-dire à l'époque où il faisait des pneus à Clermont-Ferrand, lui, il est parti. Donc quand je vous parle il avait 80 ans dans les années 2000, donc c'est très 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 vieux. Et lui, il est parti finalement avec sa sacoche parcourir tous les pays du monde. Et il a fait tous les pays du monde. Et en fait, modestement, il m'a partagé son expérience, ses conseils, le fait qu'à l'époque, que ce soit la langue, la monnaie, la bouffe, etc., les moyens de transport, on parle d'une autre époque que ce que j'ai vécu et que ce que vous vivez vous. Hein. Donc là, on parle de baroudeurs. Là, il y avait du vrai baroudeur qui partait pour le compte de M. Michelin, aller voir ce qui se passait dans un pays et qui devait donc revenir en s'étant imprégné de tout ça pour comprendre le marché, pour comprendre les possibilités. Donc, il partait, c'était l'explorateur. Aujourd'hui, on a plein de jeunes qui voyagent partout, qui font des photos partout, mais ils n'explorent pas grand-chose. Là, on parle du terrain de fond. Et ce monsieur-là avait une humilité exceptionnelle. Et en fait, il a partagé. Il a partagé toutes les bêtises qu'il a faites. Il a partagé toutes les galères qu'il a vécues. Et en même temps, finalement, il ne parlait jamais de ce qu'il avait réussi. Et bien, tout ça, ça avait été ses réussites. C'est-à-dire que Michelin Monde aujourd'hui, ce monsieur en est celui qui a fait de Michelin dans le monde. Et quand vous avez ce retour d'expérience-là, d'un monsieur comme ça, qui vous partage ça, son job à lui, c'était de dire moi, ça fait 20 ans que je suis à la retraite. Par contre, aujourd'hui, si vous avez une entreprise d'Auvergne qui a une galère dans un pays du monde, moi, vous pouvez m'appeler et je vais essayer de voir ce que je peux faire. Et donc, cette cellule particulière de Michelin, qui n'existe plus, cette cellule particulière de Michelin était là pour aider nous, des PME, dans les coulisses, de dire, là, il y a une galère, au-delà de passer par l'ambassade de France, de passer par tout un tas d'écosystèmes institutionnels, etc., pour aider la PME. Moi, j'ai 2-3 ficelles parce que je connais à peu près du monde un peu partout. Donc, quand je l'appelais, je disais là, on a une grosse galère. On a une entreprise qui a de la marchandise bloquée en douane au fin fond de la Chine. On fait comment? Là, vous pouvez appeler les douanes en France. Hein. Ils vont vous expliquer qu'il faut appeler les douanes chinoises. Vous pouvez appeler les douanes chinoises. Et vous allez essayer de vous galérer. Si vous n'avez pas un Chinois sur place qui vous aide pour ça. Et bien, en fait, ce monsieur-là, il avait des réseaux partout.
Et il a dit, mais moi, je vais vous débloquer le sujet parce qu'on va comprendre ce qui se passe et pourquoi c'est bloqué. Et en fait, écouter et comprendre et rencontrer des gens comme ça, bah finalement, en fait, il n'y a plus de problème, quoi. Il n'y a que des solutions. Vous essayez de trouver une solution, vous travaillez avec vos réseaux, vous demandez un coup de pouce, un coup de main à des gens que vous connaissez, et finalement, ce que vous ne savez pas faire, vous allez essayer de trouver une compétence ailleurs. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est intéressant, et c'est pour ça aussi que modestement, j'étais honorée d'être votre marraine, parce que finalement aussi, assez simplement, vous pouvez me poser des questions. Si je sais faire, j'essaierai de faire. Si je ne sais pas faire, je connais peut-être quelqu'un qui va savoir faire. Et donc, en fait, il faut aussi être quelque part un peu tranquille et oser un petit peu demander. Alors, pas vous assister et pas vous faire les choses à votre place, hein, ça par contre, niet. Mais par contre, effectivement, c'est des rencontres qui permettent de se dire, là, je peux trouver une solution. Et en fait, vous n'êtes jamais seul. Si vous êtes tout seul face à votre problème, et c'est le sujet dans les PME, hein, c'est aussi là que votre valeur ajoutée va être intéressante pour la suite de votre parcours, dans vos études ou dans votre carrière professionnelle, c'est de regarder aussi un petit peu comment font les autres, qu'est-ce qu'ils ont à vous partager. S'ils ne partagent pas, perdez pas trop votre temps, apprenez par vous-même, et puis trouvez des gens qui ont envie de partager. Finalement, vous apprendrez des choses d'eux, et eux apprendront des choses de vous, et ça sera plutôt un cercle vertueux, plutôt qu'effectivement penser qu'on va trouver toutes les solutions que par sur notre téléphone ou par nos faux réseaux sociaux. Pour le coup, le vrai réseau, s'il est bien entretenu, il est aussi très utile. Oui, c'était exactement ça. François a dit le réseau auquel il faut fournir avant de demander. C'est vrai aussi que quand vous êtes dans cette dynamique-là, quelque part, c'est plutôt un cercle vertueux. Vous avez des gens avec lesquels c'est pas forcément évident de travailler en équipe. C'est pas parce qu'on a tous nos caractères, on a tous nos personnalités, on a tous nos parcours. Mais c'est pareil et c'est vrai dans le cadre des travaux qu'on avait à faire en groupe aussi dans l'école. Hein. Donc on le connaît assez rapidement, ce contexte-là. Mais finalement, si vous avez envie d'avancer, il n'y a pas de véritable vraiment raison à ce que ça fonctionne pas. Donc faites-le pour vous, soyez aussi attentifs aux autres, et finalement vous pourrez aussi réaliser de belles choses. Pareil, avec beaucoup de modestie et d'humilité. Hein. Tout ce que j'ai fait, je l'ai jamais fait vraiment seul. Je l'ai fait avec beaucoup de gens autour de moi, et ça revient un peu à ça. On commence par faire le nécessaire, puis on fait ce qu'il est possible de faire, et puis finalement, on s'aperçoit que j'ai commencé à instruire des dossiers pour le développement international des entreprises. Finalement, après, je suis passée à cette dimension de conseil individuel aux entreprises. Ensuite, je suis passée à des actions collectives en plus pour les entreprises, c'est-à-dire que les accompagner ensemble, avec une dizaine d'entreprises à l'autre bout du monde pour aller chercher des clients. Et puis ensuite, on partait ensemble sur des grands stands de l'Auvergne, sur des salons internationaux pour aller promouvoir ce savoir-faire et trouver des clients. Et puis, il y a une expérience qui a été je pense la plus intéressante, en tout cas pour moi. Ça a été de gérer des commerciaux qui étaient basés à l'étranger pour le compte d'entreprises auvergnates. Et là, c'est un dispositif un peu particulier. Alors, c'est le dispositif du VIE, Volontaire International en Entreprise. Je ne sais pas si à l'EIAE, on a entendu parler de ce dispositif-là. C'est un statut particulier qui permet aux jeunes entre 18 et 27 ans de partir travailler à l'étranger pour le compte d'entreprises françaises. Donc, sur des missions qui sont très larges, variées, hein, dans l'achat, dans la logistique. Donc, vous êtes rémunéré, hein, ce n'est pas un stage. On fait ça, en principe, à la fin de ses études, après ses études. Pour ceux qui veulent avoir une expérience, c'est un statut un peu particulier qui est assez intéressant pour les jeunes. Et à l'époque, en fait, c'était pareil. On s'est dit, nous, on a plusieurs entreprises en Auvergne qui n'auront pas forcément les moyens tout de suite d'avoir un directeur export. Parce qu'aujourd'hui, l'export, ça représente 3% de leur chiffre d'affaires. Sauf qu'elles veulent continuer à se développer. Elles veulent attaquer le marché allemand, le marché espagnol, le marché américain, le marché mexicain, le marché canadien, indien, etc. Et finalement, pourquoi on ne ferait pas confiance à des jeunes pour partir pour le compte de 2 entreprises, une qui travaille par exemple dans la coutellerie et une qui travaille, qui fait des luminaires.
Donc là, moi, c'était ma connaissance des entreprises d'Auvergne qui me permettait de dire, ben tiens, toi, tu fais des couteaux, tu vas attaquer le marché des Émirats. Toi, tu fais du luminaire de luxe, tu veux travailler le marché des Émirats. Et tous les deux, vous voulez vous adresser à des architectes, à des hôtels de luxe, à des décideurs qui sont dans les cuisines de ces hôtels. Donc finalement, vous avez une même cible de marché, une même cible de décideurs, une même cible d'influenceurs sur ce marché-là. Et pourquoi on ne confierait pas ça à un jeune qui va partir? Donc le VIE, c'est 6 à 24 mois. Donc nous, il partait pour 2 ans, pour le compte de 2 entreprises auvergnates, dans lesquelles ils faisaient une formation, ils apprenaient les produits, ils apprenaient la politique, on préparait, et il partait. Il atterrissait à Dubaï, ou il atterrissait à l'autre 4 coins du monde, j'en ai envoyé, pour aller effectivement vraiment partir de zéro et développer le business de PME. Et en fait, le fait de coordonner ces gens-là, mes premiers recrutements, ils étaient déjà plus vieux que moi, hein, donc il fallait, fallait les aider, les accompagner, et ça, c'était un peu ça. Ils partaient, ils se disaient, est-ce que je vais réussir? Et finalement, ils revenaient parce qu'on réussissait ensemble. La mobilisation des entreprises, la mobilisation du jeune. Et ça, c'est manager des gens, c'est pas évident. Manager des gens qui sont aux 4 coins du monde. Et quand vous en managez qui sont vraiment aux 4 coins du monde, avec les décalages horaires, vous en managez du matin jusqu'au soir. Parce qu'il faut effectivement être là pour eux, dans leur galère du quotidien. Parce qu'à Hong Kong, tout se passe pas comme à Clermont-Ferrand ni à Paris. Et quand vous êtes à Mexico non plus. Et puis le business, il ne se fait pas aussi de la même façon au Mexique qu'en Espagne ou qu'ici. Et donc c'est une adaptation aussi à chaque fois et une façon aussi de les rassurer. Et quelque part, ça a été des expériences pour eux qui ont été vraiment boosters de carrière aussi dans leur job. Et alors ce que tu dis, c'est d'autant plus important, c'est que c'est un discours qu'on a tenu aussi à des étudiants en les engageant, en disant partez un petit peu à l'étranger, expatriez-vous, même au début de votre carrière, parce que c'est un moyen aussi très rapide de vous constituer un tissu de relations et un réseau à l'étranger que vous mettriez une quinzaine ou une vingtaine d'années à vous créer en France. L'exemple des expats, moi je l'ai connu sur de la Roumanie, qui ont fait l'implantation de Carrefour. Ils étaient avec le directeur de la Société Générale, le directeur de Renault. Il y a l'ambassade de France qui était le point de chute. Tous les grands patrons qui étaient et tous les grands cadres qui étaient dans ces pays-là, ils mangeaient à la même table, ils faisaient du tennis dans le même club, ils allaient à la piscine au même endroit. Et quand on revient en France ou qu'on veut avoir des carrières internationales, c'est aussi des accélérateurs de carrière qui sont absolument fabuleux. Voilà. Juste pour compléter ce que tu disais là-dessus. Oui, tout à fait. Et puis la dernière, c'est un peu celle qui aujourd'hui m'amène à être directrice générale de la marque Auvergne. Moi, j'ai fait une dizaine d'années à l'international avec toujours mon ancrage. Je suis toujours restée à Clermont-Ferrand. Et donc, mon attachement et mon amour pour l'Auvergne, mon attachement et mon amour pour Clermont, tout en ayant l'opportunité d'être aux 4 coins du monde assez régulièrement. Et finalement, à chaque fois que je partais là-bas, je m'émerveillais de ce que je découvrais, même si, pour le coup, on ne visite pas toujours beaucoup. On est là-bas pour travailler, mais finalement, ce goût du voyage, je l'avais aussi à titre personnel. Et finalement, on découvre des cultures, on découvre des gens d'horizons différents. Je pense à une personne que j'ai rencontrée quand j'étais en Inde. Elle m'a fait un message avant-hier sur LinkedIn. Ça fait 5 ans qu'on ne s'est pas eu et voilà. Et donc, vous voyez, effectivement, finalement, aujourd'hui, avec tous les outils qu'on a, on peut rester connecté avec des gens qui sont aux 4 coins du monde. Donc, c'est encore plus facilité aujourd'hui. Si on veut entretenir ces réseaux-là, c'est aussi une façon de les faire, ou en tout cas des moyens qui nous sont donnés, disponibles aujourd'hui, qui n'étaient pas forcément le cas avant. Et dans le cadre de ce job-là, finalement, on fait beaucoup de choses à l'étranger. Il y a un moment donné, au bout d'une dizaine d'années, c'est vrai que c'est un peu usant. Parce qu'on vous dit c'était cool quand tu rentres du Canada, c'était cool. Ouais, t'es jet-lagué, t'es déjà au boulot à 8h du mat, t'es rentré dans la nuit à 3h. Donc en fait, on ne fait pas du tourisme. Donc quand vous travaillez, c'est quand même... mais moi, j'avais des collègues qui ne bougeaient pas de leur bureau et qui pensaient que je partais en vacances. Donc en tout cas, qui me disaient alors, c'était cool, etc. Oui, c'est cool, tu travailles, tu travailles, tu es dans un autre pays, c'est pas parce que tu es en Inde que tu as bronzé, donc tu visites pas beaucoup, mais par contre tu travailles avec des Indiens, et donc tu vas avoir le temps le soir de découvrir
d'autres parcours de vie, d'autres parcours professionnels, d'autres cultures, et ils vont avoir aussi à cœur de te partager aussi ce que eux ils sont et ce que toi t'es. Donc finalement aussi c'est pareil, j'en ai fait des ambassadeurs de l'Auvergne à chaque fois. Et ce qui m'a amené finalement aussi un jour à me dire qu'il fallait que je lève un peu le pied aussi pour ma vie personnelle, ma vie de maman, de pouvoir aussi me recentrer et réatterrir un petit peu plus en Auvergne. Et effectivement, la marque Auvergne, c'était janvier 2018, avec une association qui existait précédemment, qui s'appelait Auvergne Nouveau Monde. Et l'idée de cette marque Auvergne, c'était dans un contexte en plus où on était devenu la grande région Auvergne-Rhône-Alpes, c'était d'avoir une association qui continue effectivement de fédérer les acteurs publics, privés du territoire auvergnat, donc de l'ex-Auvergne, qui avaient à cœur de pouvoir continuer à faire valoir les atouts du territoire. Donc on est effectivement dans du marketing et du marketing territorial. Donc là aussi, pour avoir beaucoup de connexions et d'interactions avec d'autres marques de territoire en France, la particularité et la genèse d'Auvergne Nouveau Monde et de la marque Auvergne, ça a été de fédérer ça par une gouvernance et une association, ce qui est assez aussi particulier, puisque dans beaucoup de régions, on a une région, la région Bretagne a la marque Bretagne, et donc c'est des gens qui travaillent à la région, au Conseil régional de Bretagne, qui animent la marque Bretagne. Nous, la marque Auvergne, on s'est dit finalement aussi, c'est tous les Auvergnats, quoi. C'est les artisans, c'est les grands industriels du territoire, c'est les grands acteurs de la culture, c'est nos sportifs, tout le monde peut être ambassadeur effectivement de son territoire, parce que dans son domaine à lui, il va avoir un savoir-faire, il va avoir une expertise, il va avoir quelque chose d'intéressant à dire, à démontrer. Et finalement, l'Auvergnat un petit peu, oui, mais qu'est-ce que vous voulez que je raconte, qu'est-ce que je fais, j'ai pas le temps de dire ce que je fais, je travaille. Voilà. Et oui, non, mais vous travaillez, mais ce que vous faites, c'est quand même exceptionnel, parce que moi, j'avais eu cette chance pendant un peu plus de 10 ans de les aider à vendre leur savoir-faire et leurs produits à travers le monde. Et finalement, ils faisaient des choses extraordinaires qui avaient même plus de reconnaissance finalement à l'autre bout du monde que même sur leur territoire où à 15 km de chez eux, personne ne savait qui ils étaient et ce qu'ils faisaient. Et donc, j'étais frustrée de ça parce que je me disais, mais on a vraiment des talents, des savoir-faire, des entreprises qui sont à la pointe, mais finalement par modestie. Alors, c'est même pas de la modestie, c'est le marketing et la com. Qu'est-ce que vous voulez qu'on raconte ? C'est pas parce que tu sais pas le raconter qu'il n'y a rien à dire. Donc finalement, notre marque de territoire, elle est aussi là pour ça. Elle est aussi là pour donner envie d'Auvergne, raconter un petit peu cette Auvergne de l'innovation, cette Auvergne de la modernité, tout en rappelant effectivement qu'on a plein de traditions, plein de recettes, parce que sur le travers de la nourriture, on en revient toujours un peu à ça, mais dans cette notion de convivialité et d'authenticité. Et la marque Auvergne, aujourd'hui, c'est effectivement une association avec un peu plus de 600 adhérents, donc les grands leaders du territoire qui sont tous fédérés dans cette association-là, pour qu'effectivement la marque Auvergne conduise des actions plutôt au national. Donc on agit et on intervient peu finalement en Auvergne. Notre sujet, c'est effectivement de continuer à porter l'identité, les valeurs, les réussites, les savoir-faire du territoire auvergnat à l'extérieur pour que sur le web, dans la presse, dans les médias, on donne envie effectivement d'Auvergne et effectivement peut-être, j'ai envie de dire, et c'est un peu le challenge, on nous parle de l'Auvergne avec nos volcans en nous disant vous avez des volcans, ça on le sait, ils sont endormis, ça on le sait, et nous ce qu'on raconte surtout c'est qu'au milieu de ces volcans endormis, il n'y a que des gens qui surtout ne dorment pas et réussissent des choses extraordinaires. Et ça, c'est vrai, quand on fait le parallèle, moi, avec d'autres on va dire, collègues qu'on peut avoir dans les marques territoriales dans d'autres régions, eux, ils font vraiment du marketing, mais ils ne connaissent pas leur territoire. Mais ils connaissent pas du tout leur territoire. Ils ont fait du marketing dans des grandes entreprises, et ils arrivent, ils ont des méthodes de marketing. Sauf que le marketing territorial, si vous ne connaissez pas votre territoire, c'est pareil. Hein. Vous allez apprendre le marketing, vous apprenez le marketing dans vos cours. Très bien, vous allez arriver dans une entreprise de la plasturgie, dans une entreprise de l'agroalimentaire, dans une entreprise qui fait des sacs de luxe en cuir, n'importe où. Ce que vous allez devoir apprendre d'abord, c'est le savoir de l'entreprise, le savoir-faire, connaître son marché, connaître ses clients, connaître ses fournisseurs, connaître tout son écosystème. Apprendre à connaître un écosystème, finalement, c'est votre structure. Et après, vous pourrez le faire dans n'importe quelle finalement, organisation.
Donc c'est un petit peu ce socle-là. C'est aussi de vous dire, n'ayez pas peur de vous dire que vous ne savez pas faire. Reconnaissez parfois que vous ne savez pas, demandez. Et puis quand vous savez faire, partagez-le. Et puis essayez de le faire en étant à chaque fois un peu meilleur, parce que vous ne réussirez pas toujours. Mais ayez à cœur quand même aussi de ne pas vous mettre aussi de barrières et de frontières. Je pense que l'IAE, pour ça, vous donne on va dire des bases solides. Et puis ensuite, à vous, effectivement, de pouvoir les exploiter, les explorer dans vos parcours par rapport à vos intentions et à vos aspirations. C'est fini. Merci Cécile. Alors juste avant de faire le monsieur loyal et puis de donner la parole aux gens dans la salle, la quantité de reportages sur le journal de TF1, sur l'Auvergne, etc., t'y es pour quelque chose? Oui, parce qu'on parle a la chance. On parle beaucoup de Clermont, mais ça fait pas forcément une super pub. Eh ben en fait, on l'a fait à l'Auvergnat. Etc. Mais... On l'a fait à l'Auvergnat. C'est-à-dire que moi, quand j'ai la région Bretagne, avec sa marque Bretagne, eux, ils ont une agence de relations presse sur Paris qui coûte dans les 200 000 €. Moyen que notre association Marque Auvergne n'avait pas. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a constitué un réseau d'Auvergnats ou de gens attachés à l'Auvergne qui sont dans les médias nationaux. Et donc, je les ai appelés. Je les ai contactés. Et je leur ai dit, tiens, toi, tu bosses sur BFM, parce que finalement, en Auvergne, quand on connaît un peu de monde, on peut connaître beaucoup de monde. Et donc, voilà, cette journaliste qui est sur BFM, j'apprends qu'en fait, elle est de Rion, qu'elle est copine avec la cousine de machin, je récupère son portable, je l'appelle, et je lui dis, t'es sur BFM, t'es auvergnate? Et là, elle te dit, oui. Et moi, je lui explique la marque Auvergne, et en fait, elle dit, mais c'est génial. Donc, vous bougez en Auvergne, mais c'est super, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Des sujets sur l'Auvergne, quoi, parce qu'on n'a pas les moyens de se les payer. Donc, ce qu'on vous propose à tout ce réseau, donc sur TF1, le rédac chef adjoint est auvergnat. Et donc, effectivement, c'est quand même dans leurs réunions d'édition qui font un peu le point et qui proposent des sujets. Et donc, en fait, là, par contre, il faut aller très vite. C'est-à-dire qu'ils sont en réunion, ils disent on va faire un sujet sur les biotech. Moi, mon équipe de journalistes, elle va trouver à Paris. Est-ce que vous avez une boîte de biotech qui fait un truc extraordinaire en Auvergne qui mériterait que ça soit elle qu'on choisisse? Et là, vous avez 5 minutes pour répondre. Donc, vous répondez tout de suite par SMS et dit le sujet, le sujet, on le fera chez nous. Et donc, on essaie comme ça aussi de s'incruster un peu partout, sur M6, sur Parfait, à la radio. Si tu cherches des écoles de management, en 5 minutes, tu les envoies chez nous, comme ça, il n'y a pas de problème. Alors, une première question. Bonjour. Je vais passer après dans l'amphi de l'autre côté, s'il y a des gens qui ont des questions. Puis, Sam, tu peux me donner un coup de main, comme chaque année, pour faire le monsieur loyal de l'autre côté? Bonjour. Tout d'abord, merci beaucoup pour cette conférence. J'ai une question à vous poser. Quels seraient les conseils, ou les 3 conseils que vous pouvez donner aux étudiants aujourd'hui avec votre expertise? Merci beaucoup. Alors, les conseils, ils seront modestement donnés et vous les appliquerez un peu comme vous voudrez. Le côté un peu d'humilité, parce que notamment dans les recrutements que j'ai eu à faire ou les entretiens que j'ai eu à faire, je vous donne un exemple, sur un poste de VIE aux États-Unis, donc pour être commercial aux US, je postais l'annonce 10 jours, j'avais à peu près 900 CV. Sur les 900 CV, en moins de 24 heures, il en restait 100 sur la table. Donc en fait, c'est sévère. Et ensuite, on en convoquait 10 pour en choisir un. Et ce qui fait aussi la différence pendant les entretiens, c'est faire valoir ce que vous avez, votre diplôme, ce que vous avez effectivement dans votre bagage, mais avoir aussi peut-être l'humilité de dire que vous allez aussi apprendre en marchant. Et ça, je sais que moi, dans les recrutements, ceux qui sont arrivés, qui ont dit c'est bon, je suis déjà allé, je voyage, tu voyages avec tes parents dans des hôtels, donc c'est pas le voyage. Là, on va te demander de prendre ton téléphone et de trouver des noms d'acheteurs pour aller vendre. Donc, ce qu'on a besoin de savoir, c'est si tu es prêt à mouiller la chemise. C'est pas des vacances qu'on t'offre, c'est un job. Donc, je pense effectivement cette notion de conseil de dire, ça je vous l'ai dit, c'est je vais apprendre, j'ai envie, je saurais pas tout bien faire. Si vous voulez m'apprendre,
j'apprendrai, voilà, de partager, donnez-moi, je vais me nourrir, je vais m'enrichir. Donc ça, ce conseil un peu d'humilité, il est pas mal, tout en ayant effectivement des choses à apprendre aussi là où vous allez arriver, parce que il y a aussi maintenant plusieurs générations et donc il faut aussi cohabiter dans ça. Le deuxième sujet, c'est la question de partage. Là, on parlait de fournir, de donner pour ensuite demander. En principe, quand effectivement vous appliquez un peu ça, de donner et de partager, souvent on va aussi pouvoir vous le rendre. Donc voilà, soyez pas trop égoïste, notamment dans les organisations dans lesquelles aujourd'hui c'est fait comme ça. Et la troisième dimension, c'est dans cette notion de curiosité. Vous êtes, alors je ne sais pas exactement tous dans vos diplômes ou vos spécialités, mais c'était le cas moi quand j'étais à l'IAE. Voilà, d'autres étaient très orientés finance, d'autres étaient très orientés logistique, d'autres très orientés commerce, etc. On a finalement eu des profils, on était un peu profilés tous un peu de façon assez complémentaire, mais parfois assez différente. Et ce que je vous conseillerais aussi, c'est de vous intéresser au métier des autres. Que vous ayez votre spécialité, votre diplôme, c'est très bien. Il faudra le faire valoir. Vous avez des postes aujourd'hui qui sont un petit peu compartimentés. Mais ce côté multidomaine, de pouvoir comprendre, et quand on parle de management stratégique ou d'organisation, notamment dans les PME, il faut que si vous êtes à la tête de la direction commerciale, c'est très bien. Par contre, il va falloir savoir bosser avec le mec qui a la prod, parce qu'il va falloir aussi un peu lui dire demain quelles sont les innovations qui sont attendues sur le marché par vos clients. C'est aussi une façon de faire progresser l'entreprise vers ces marchés qui n'existent pas encore aujourd'hui, mais qui existeront demain. Vous êtes obligé de parler aussi à vos services de communication et de marketing qui parfois va marketer les choses, mais sans penser qu'il faut parler quand même au client ou à celui qui va décider d'acheter. Il faut parler avec votre logisticien, parce que là, vous lui dites on attaque l'Allemagne et l'Inde, donc on va peut-être pas, on n'est plus dans une livraison marché français. Donc en fait, il faut embarquer aussi tout le monde. Et donc, dans votre spécialité, renseignez-vous, regardez, parlez avec les autres profils aussi dans ce qu'ils font, la façon dont ils travaillent, parce qu'en fait, c'est simplement d'avoir un petit peu comme les langues étrangères. Hein, voilà, moi, un contrôle de gestion, autant vous dire que c'était pas ma grosse cam, mais je comprenais suffisamment, ou des gens qui étaient vraiment spécialistes de ça savaient m'en parler, me vulgariser. Moi, je vulgarisais de mon côté, et quelque part aussi pour être capable de parler de cette même langue et trouver ce qui va faire effectivement sens ensemble pour réussir voilà, l'international ou autre, mais c'est un petit peu les trois piliers qui vous seront utiles, je pense, dans la vie professionnelle comme dans vos vies personnelles. Ok, merci. Une question, Samuel, derrière toi. Bonjour et merci beaucoup pour votre parole et la conférence. Moi, ma question, ça porte plutôt sur votre état d'esprit, l'optimisme que vous avez en tout cas, notamment pour la recherche, que vous avez eu pour la recherche des stages et aussi lorsque vous candidatez, parce que vous avez dit que vous avez candidaté à une seule entreprise à la fin de votre stage. Moi, ma question, c'est de savoir, est-ce que vous saviez qu'il y avait des difficultés ou en tout cas sur quel est cet élément qui vous a rendu si confiant et si optimiste pour trouver pour aller à l'étranger, trouver un stage ou pour candidater à une seule entreprise. Merci. Alors c'est vrai que l'optimisme me caractérise, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de difficulté, mais après il faut voir le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Donc c'est plutôt un état d'esprit. Effectivement, il n'y a rien qui est facile. Là, aujourd'hui, le contexte pour vous, mais on le subit tous, hein, est quand même particulièrement difficile. Donc moi, je sais aussi que les entreprises, notamment, je pense à ceux qui cherchent des stages, qui cherchent des alternances, etc., parce que c'est vraiment pas simple. Donc il faut aussi forcément avoir une dose d'optimisme et se dire que on prend une porte, on prend deux portes, on prend trois portes. Mais c'est aussi pour ça que parfois avoir l'horizon un peu plus loin et de se dire que peut-être partir pour aller regarder un peu ce qui se fait ailleurs, c'est pas complètement inutile là, parce que finalement cet esprit un peu de conquête, il est utile. Après,
Je pense que ça fait déjà partie de mon caractère de base, de me dire que ça va peut-être être difficile, mais si je travaille beaucoup, je vais peut-être y arriver. Donc ça, le travail, par contre, je ne reviendrai pas dessus, mais c'est vrai qu'il y a pas, voilà, les baguettes magiques, il n'y en a nulle part. Hein. Et ceux qui ne travaillent pas, ils sont vite, on les repère vite. Mais oui, c'est pas facile. Je pense que la question de ce qui, moi, la difficulté que j'avais particulière, c'est qu'en fait, j'aimais plein de choses, quoi. Par contre, je savais exactement ce que j'aimais pas. Donc, pour le coup, c'était parfois très tranché. Mais dans le choix des entreprises dans lesquelles j'ai cherché, c'était parce qu'en fait, voilà, leurs produits m'intéressaient ou parce que j'avais vu une interview de ce chef d'entreprise. Donc, je lisais aussi pas mal, même pour quand j'étais étudiante, de presse économique, de presse locale, pour finalement découvrir des entreprises voilà, qui étaient un peu inconnues au bataillon. J'avais eu aucune culture quelque part un peu économique de l'Auvergne. Hein. Quand j'étais auvergnate, je revendiquais la bonne bouffe, les bons festivals, voilà, ce qui était de ma génération. Puis après, je me suis effectivement acculturée à tout ce réseau-là de grandes entreprises, de petites entreprises, de grandes associations, de grands clubs, de petits clubs, etc. Et finalement, sur la partie des entreprises, ça a été cette curiosité-là de les connaître, mais pas, voilà, de les connaître, de savoir un peu le fondateur de la boîte, de quoi il est parti, comment. Et finalement, ils se sont racontés. Vous trouvez des informations là-dessus. Et quelque part, c'est aussi un peu sur ça. Quand ils voient que vous avez, au-delà du site internet, voilà, fait 3 phrases et puis que c'est la même lettre de motif, vous avez juste changé le nom de la boîte. Ça, pour le coup, ça se voit beaucoup hein, sur les recruteurs. Mais essayez aussi de trouver des parcours ou des histoires d'entreprise qui vous parlent, parce que peut-être que vous serez comme ça, peut-être plus convaincu déjà vous-même de vous laisser une chance de les rejoindre et d'apporter votre valeur et votre pierre à leur histoire. Question ? Moi, j'en ai une pendant qu'il continue à réfléchir. Dans la carrière que tu as menée jusque-là, quelle a été la chose la plus difficile qui t'est arrivée, professionnellement ? Alors, c'est difficile et c'est challengeant. C'est quand, effectivement, ça revient un peu à la dernière diapo que j'avais, où finalement, on arrive plutôt dans des organisations, si je voulais la reprendre comme ça, je remonte là-haut. Merde. Le diapo. On parlait de mobilisation et de fédérer. Moi, je crois que c'est ce que j'adore le plus faire. C'est de faire se rencontrer des gens qui parfois viennent d'horizons assez différents, où on pourrait croire effectivement qu'ils n'ont peut-être pas grand-chose à partager, ou peut-être pas grand-chose à se dire. Et on en revient un peu sur la dernière, sur un peu cette histoire de bateau. Alors je l'ai partagé en plus il n'y a pas si longtemps que ça, quand j'étais en Côte d'Ivoire et au Maroc, puisqu'on m'a demandé d'intervenir dans ces 2 pays pour parler de marketing territorial. Et il y a un petit peu ça. On a des organisations chez nous, parfois des entreprises, où on va être beaucoup dans l'injonction. Il faut que tu fasses ça, comme ci, comme ça, etc. Et j'en parle souvent avec les chefs d'entreprise. Et moi, c'est ce que j'ai eu à mener à la marque Auvergne. Si tu veux construire un bateau, tu fais naître dans le cœur des hommes et des femmes le désir de la mer, avant même de leur faire couper des planches. Parce qu'en fait, vous êtes capable d'embarquer à ce moment-là des gens qui ne se sentaient peut-être pas capables, qui ne se sentaient peut-être pas légitimes, qui ne se sentaient peut-être pas compétents pour faire ça. Et finalement, il faut fédérer des compétences, des caractères, des savoirs qui vont être un petit peu différents. Et il faut faire un peu ce lien pour effectivement conduire un projet ensemble et un projet qu'on veut réussir. Et parfois, on a des caractères, parce qu'il y a des caractères, où à un moment donné, on va faire primer un peu l'intérêt du projet commun. L'intérêt pour une entreprise de réussir ça, c'est pas que pour faire plaisir au chef d'entreprise. Si vous êtes dans une organisation là, c'est tout le monde aussi qui va devoir aussi et qui doit participer à la réussite de son entreprise. Et celui qui charge les camions, comme celui qui est à la machine, comme celui qui est au marketing, à un moment donné, ils participent tous de cette réussite. Et donc reconnaître aussi les valeurs, les savoirs à tous les postes et à tous les échelons. Donc moi, la difficulté que j'ai eue, c'est les échelons. Parce que parfois, dans certaines organisations, il y a beaucoup d'échelons.
Et le problème, et pourquoi aussi je me plais bien dans les PME, le problème des échelons, c'est que vous avez beaucoup de gens à beaucoup d'échelons, mais finalement, de moins en moins de gens qui prennent des décisions, de moins en moins de gens qui sont responsables d'eux, de moins en moins de gens qui vont dire je vais travailler pour ça, mais finalement, ça va être la récompense elle va être plus haut, donc je ne vais pas trop me faire suer. Et donc, quand vous fédérez effectivement autour de projets, que ce soit pour un développement export ou aujourd'hui de projets autour de la marque Auvergne, il faut savoir composer, écouter, comprendre tous ceux que vous allez mettre autour de la table qui parfois effectivement n'ont pas le même parcours, mais par contre leur donner le même cap pour qu'on voit la même chose ensemble et qu'on se dise qu'on se projette ensemble. Ouais, c'est un management qui n'est pas forcément toujours évident, qui ne réussit pas toujours. Mais par contre, quand on réussit, c'est quand même des petites et belles victoires. Et donc, finalement, c'est ces petites et belles victoires qui donnent le sourire et puis qui font que la fois d'après, on y retourne sur un autre projet, autrement. On a appris de la fois d'avant. Et ça, vous le verrez de toute façon, j'ai envie de dire, vous, dans votre vie de tous les jours, déjà en étudiant ici, et dans votre vie demain professionnelle, quand vous côtoierez des équipes et des services différents dans les entreprises dans lesquelles vous travaillerez. Parfois, c'est pas évident de mener le cap et avoir le bateau qui va dans la même direction, mais faut pas lâcher. Si vous savez où vous voulez aller, quelque part, c'est à vous d'être pilote de l'organisation. Vous apprenez ça à l'école, et l'apprendre et le pratiquer dans la vraie vie, c'est aussi très formateur. Okay. D'autres questions ? Bonsoir, je vous remercie d'abord pour votre intervention. Aujourd'hui en France, il y a un certain sentiment pessimiste concernant la désindustrialisation de la France, c'est-à-dire on entend souvent il y a l'usine Michelin qui ferme, il y a l'usine Peugeot, il y a le machin. Et par contre, par exemple, quand je me déplace et je vais à Aubière ou à Cournon, je vois qu'il y a plein de projets de construction, plein d'usines qui se construisent. Et donc, sachant que votre métier vous met, c'est-à-dire dans les livres de France concernant cette problématique, est-ce que vous pensez qu'il y a une véritable volonté d'industrialiser ou réindustrialiser la région d'Auvergne? C'est tout. Merci. Avant qu'on fusionne, il y avait 22 régions en France. L'Auvergne était 7e région industrielle. À l'échelle nationale, simplement pour vous dire que, vu depuis le reste de la France, l'Auvergne, c'est des volcans, du fromage avec des vaches. Des pneus. Voilà. Le rugby était nommé. Et tu sais ce qu'on m'a cité, qu'on avait fait, l'enquête avait été conduite par Auvergne Nouveau Monde sur les marqueurs qui sortaient à l'échelle nationale. Il y avait aussi le volcan sur la bouteille Volvic. Donc voilà, mais c'était la seule chose. En gros, c'est pas mal. Voilà, c'est beau, c'est bien chez vous. Ou alors, je ne sais même pas ce que c'est. Donc on n'avait pas une image négative. Mais pour parler d'industrie, en Auvergne, on est une région, un territoire très industrialisé. Mais on a des industries qui ne se voient pas. Et donc ça, c'est un sujet que j'ai aussi avec beaucoup de chefs d'entreprise. Parce que finalement, une fois que les portes sont fermées et que aujourd'hui, ils s'ouvrent de plus en plus. On a un parcours qui est en train de se développer avec des entreprises dans les 4 départements. Et c'est un peu une tendance nationale où elles ouvrent leurs portes. Alors, dans le cadre des semaines de l'industrie, vous avez des entreprises qui ouvrent leurs portes, qui finalement n'ont jamais vraiment raconté ce qu'elles faisaient, qui n'ont jamais raconté ce dont elles avaient besoin. Donc là aussi, profitez, si vous voulez vous renseigner dans les industries, profitez de ces semaines de l'industrie ou de ces temps où les entreprises font des journées portes ouvertes. Parce que finalement, c'est aussi des belles occasions, plutôt que de les regarder sur Internet, qui vous sont données, si vous êtes un peu curieux, d'aller à leur rencontre. Je pense que rien que l'effort d'y aller, c'est intéressant. Et après, sur la question de l'industrie, moi, tous les jours, aujourd'hui, nous, on a un média qui s'appelle News Auvergne, donc c'est en ligne. On annonce des investissements d'entreprises. Donc là, la semaine dernière, c'est une entreprise dans l'Allier qui a investi 20 millions d'euros. C'est-à-dire, elle continue d'investir sur nos territoires. On parle effectivement des fermetures, mais on parle peu de ceux qui continuent d'investir, de ceux qui continuent aussi à moderniser leurs équipements, de ceux qui font des agrandissements. Et je vous assure aussi que quand on regarde ça, quand on en nourrit de ça, moi j'anime tous les réseaux sociaux de l'Auvergne. Donc pour le coup, on est très présent sur les réseaux sociaux.
Et quelque part, forcément, de les animer soi-même avec son téléphone fait aussi qu'on est en veille. Donc faites cette veille, participez vous aussi à cette veille. Vous pouvez trouver les informations. Mais vous avez pas mal d'entreprises qui se développent parce qu'elles ont des nouveaux marchés, parce qu'elles ont une innovation, et donc elles vont aller aussi effectivement à la conquête de nouveaux business. Ça évolue beaucoup, elles investissent, et dans la question de l'industrie, dans la pharmaceutique, dans les biotech, si vous avez la possibilité avec une voiture d'aller sur le biopôle de Saint-Beauzire, qui est sur la commune de Clermont-Ferrand, moi je me souviens de l'époque où il y avait trois entreprises qui commençaient à se développer. Aujourd'hui, c'est là-bas que vous avez le siège de Limagrin, et tout le monde pense je vais écrire une candidature de stage chez Limagrin. En fait, vous prenez votre voiture, vous faites le tour et vous notez le nom des entreprises, elles sont toutes marquées sur les panneaux. Et bien, il y a un paquet de belles boîtes qui font 80% de chiffre d'affaires à l'export, qui sont inconnues chez nous, qui sont sur des domaines hyper pointus. Et c'est assez aussi extraordinaire les opportunités qu'elles peuvent vous donner de travailler ici, mais aussi d'avoir des objectifs et de vous proposer des missions à l'étranger. En étant ici, c'est des entreprises qui innovent beaucoup, qui ont besoin de veille, qui ont besoin de gens en benchmark, qui ont besoin de gens en contrôle de gestion, en logistique, parce qu'elles sont aussi dans des conquêtes internationales. Et finalement, c'est aussi pareil. Moi, j'ai le même sujet avec Michelin. Tout le monde écrit à Michelin, tout le monde écrit à Limagrin. Vous avez Constellium à Issoire, qui n'est pas si loin que ça. 80% des ailes d'avion dans le monde volent avec des ailes qui sont faites à Issoire, ici. Donc ça, peu de gens le savent. Mais c'est vrai que tout ça, finalement, c'est assez disponible. Donc faites un peu le tri. Parfois, vous cherchez peut-être beaucoup de choses, peut-être pas au bon endroit. Mais il y a de véritables industries qui sont vraiment à la pointe, qui se développent, qui investissent. Et donc là aussi, je pense que ce qui me donne le sourire, c'est que parfois, je ne regarde pas que ce qui ne va pas. Je regarde aussi beaucoup ce qui va bien pour raconter ce qui va bien chez nous. Ça donne aussi l'élan de se dire que ce qu'on fait pour son territoire, ça a aussi du sens pour ça. Parce qu'il y en a qui continuent d'y croire. Et vous y avez, je pense, toutes et tous aussi de belles opportunités, peut-être. Ok, une autre question. Oui, devant. Samuel. Il y a du monde de ton côté, dis donc. T'as la cote. Allez à gauche, on se réveille un peu là. Bonsoir, merci pour votre présentation et vos conseils avisés. Je voulais vous demander, est-ce qu'il y a des projets importants prévus pour la marque Auvergne ou des projets passés qui ont marqué un tournant dans la vie de l'association depuis 2018 ? Alors on a travaillé sur des gros projets, notamment des gros projets, plutôt effectivement sur le digital, puisque nous au niveau de la marque Auvergne, donc il y a une grosse présence web, il y a la question des réseaux sociaux. On travaille sur, on va dire, 3 axes un peu forts. C'est qu'on a effectivement le donner envie de venir travailler sur le territoire auvergnat. Aujourd'hui, on a là, en ce moment, alors je vous parle 11 000 postes de CDI à pourvoir en Auvergne. Donc on a nous vraiment des entreprises qui recrutent, qui cherchent. Alors en stage, etc., je ne pourrais pas vous donner les stats, mais moi j'ai un accès à un site où il y a tout de disponible. Je le ferai passer d'ailleurs à l'école, à l'IAE, qui peut être un site hyper intéressant en termes de veille pour trouver des entreprises et recruter. Vous regardez déjà qui bouge, qui poste quoi. Ça vous donne déjà des éléments sur leur dynamique de développement. Ça peut vous aider aussi à cibler vos recherches. Ça, c'est des grosses campagnes qu'on a au niveau national. Et qu'on a aussi en Auvergne, parce que là aussi, moi j'y tenais beaucoup, c'est que notre communication puisse la faire un petit peu pour cette partie-là en Auvergne, parce que je voulais aussi que les jeunes qui étudient sur le territoire auvergnat ne se disent pas que pour trouver un stage, il faut partir, ou que pour trouver un job, il faut partir. Et malheureusement, parfois, et c'était le cas quand je faisais aussi mes études, on avait une partie de la promo qui partait en disant « j'ai pas trouvé ». Et c'était dommage, parce qu'à côté de ça, quand après vous connaissez le tissu, sur le territoire et que vous avez du réseau, finalement vous apercevez qu'il y a des besoins où on a des super profils dans nos écoles qui auraient très bien trouvé plutôt que de partir en stage à Paris ou à Lyon. Donc ça c'est vraiment quelque chose d'important. Le deuxième volet, c'est qu'on a intégré depuis l'an dernier, depuis 2024, toute la dimension de tourisme. Donc là aussi c'est plutôt quelque chose qu'on ne faisait pas, mais que faisaient toutes les autres marques de territoire. Les autres marques de territoire faisaient quand même une grosse communication autour du tourisme. C'était vos vacances à. C'était vraiment en termes de marketing territorial, c'était un peu la cible, convaincre des gens de venir découvrir le territoire et passer des vacances. Et nous, en fait, à la marque Auvergne, c'est ce qu'on n'avait jamais fait.
Et finalement, le fait d'avoir fait ce qu'on a fait pendant 6 ans, 7 ans, a convaincu aussi de se dire c'est aussi à la marque Auvergne qu'on doit donner ce lead de promotion touristique. Et quand je dis promotion touristique, c'est faire venir effectivement des gens découvrir notre territoire, finalement le temps de vacances, un week-end, 1 semaine, 2 semaines, développer un peu la durée du séjour et surtout aller chercher des clientèles finalement que Clermont-Ferrand tout seul ne peut pas aller chercher, que le Puy-de-Dôme tout seul ne peut pas aller chercher, que le Cantal tout seul ne peut pas aller chercher. Et on s'est plutôt adressé à des marchés européens. Et donc là, par exemple, c'était aussi pareil, fédérer des acteurs qui ont ce même objectif, c'est de faire découvrir le territoire. Ils ont une offre touristique mais par contre, effectivement, leur zone de chalandise était quand même un peu nationale, etc. Mais qu'est-ce qu'on va pouvoir faire si on se met tous ensemble? C'est d'aller un petit peu plus loin, on va dire d'avoir des campagnes un peu plus importantes, un peu plus dans la durée, un peu plus sur de l'offre vraiment aussi différenciante par rapport à d'autres territoires. Ça a été un marqueur important. Et puis un troisième point qui est plus ou moins, il est abouti, mais pour moi, il n'est pas abouti parce qu'il y a encore beaucoup de travail. C'est qu'on a mis en place une marketplace qui s'appelle Achetez en Auvergne. Et finalement, c'était donc c'est assez simple, c'est à notre zone, mais sur Achetez en Auvergne, on a à peu près 200 entreprises, il y a 6000 produits. Nous, aujourd'hui, 80% des acheteurs, donc vous êtes à Nantes, vous pouvez vous acheter du fromage, une place à la SM, acheter un couteau, vous pouvez acheter directement à nos producteurs et nos fabricants. Et en fait, toute la clientèle, nous, qui achète sur Acheter en Auvergne, 85% vient de l'extérieur de l'Auvergne. On a considéré qu'on n'avait pas vraiment d'intérêt ou de moyens, en tout cas, parce qu'il faut prioriser les moyens qu'on a, à finalement convaincre, vous, si vous voulez vous acheter un bon fromage ou un bon couteau, quelque part, si vous connaissez un peu le territoire, vous vous dites, je peux aller acheter ma cosmétique là, etc. Donc, finalement, les Auvergnats achètent plutôt des produits locaux, plutôt régionaux. Là-dessus, on n'est pas trop mal. Mais finalement, faire connaître l'Auvergne, c'est aussi faire rayonner ses savoirs. Et aujourd'hui, où que vous soyez, vous pouvez effectivement en un seul panier acheter plein de produits chez plein de fabricants et de producteurs et vous faire livrer chez vous. Et aujourd'hui, dans cette valorisation du territoire, nous, on a le sujet avec le tourisme, de gens qui vont venir découvrir le territoire, qui pendant leurs vacances vont trouver des produits trop bien et qui vont dire aux fabricants. Et après, moi j'habite Nantes, moi j'habite Strasbourg, moi j'habite Colmar. Où est-ce que je peux retrouver le produit? Et là, les entreprises disent achetez en Auvergne, continuez à acheter chez nous. Ils ont rencontré le producteur. Ils sont tombés un peu, aussi, ils ont aimé ce qu'on leur a présenté, ce qu'ils ont découvert. D'où l'intérêt aussi de nos entreprises d'ouvrir leurs portes pour faire aussi découvrir leur savoir. C'est ce que font pas mal maintenant de GAEC, mais on le voit aussi sur la route des savoir-faire qui est en train de se mettre en place dans le Cantal, qui existe en Haute-Loire, qui se développe dans l'Allier autour des savoir-faire du Bourbonnais, d'entreprises aussi qui ont à cœur maintenant de se dire oui, c'est pas que les réseaux sociaux, il y a aussi un peu la vie qu'il faut qu'on montre à ceux qui rentrez dans notre entreprise. On va vous expliquer comment on fabrique ça, on va vous expliquer comment on sait le faire, on va vous expliquer pourquoi on est là depuis 3, 4, 5 générations. Et c'est des histoires qui sont passionnantes. Et finalement, quelque part, après, vous achetez pas plus qu'un produit. Donc là, c'est du marketing humain. Vous allez aussi acheter le savoir et vous dire que finalement, c'est tous les gens que vous avez rencontrés là, en achetant ce produit, que vous faites aussi vivre et que vous soutenez en achetant aussi Auvergne. Et cette place de marché, elle a un vrai potentiel de développement. Mais là aussi, à l'IAE, il y a peut-être un projet à avoir avec des étudiants de chez vous parce qu'on a un vrai développement à faire sur ces... Donc nous, on attaque là les grosses campagnes de marketing pour Noël. Donc on attaque ça à partir du mois d'octobre, surtout le mois de novembre-décembre, parce que les gens ont à cœur effectivement aussi de trouver des produits qui ont du sens et des produits où derrière on sait qu'il y a des gens, et des vrais gens, qui les font, qui les fabriquent et qui ont préservé ce savoir-faire. Et là c'est vrai qu'on a, nous, des gros pics d'achat sur des produits parce qu'on valorise ces produits régionaux et ces savoirs-là à travers la France. Et les gens ont, pour ceux qui le peuvent, le souhaitent et le veulent, la possibilité aussi d'acheter des produits qui ont du sens. Un choix de circuit court, en fait. Et préparez vos CV, du coup. Vous attendez une perche. Allez, quelques questions, une ou deux pour finir. Alors, soyez pas timides, parce que tu sais ce qui va se passer. Il y en a plein qui vont te demander comme ami sur LinkedIn et puis qui vont te demander des trucs en message privé. Mais bon sang, profitez-en. Faites-le ce soir. Merci. Ça fait du bien de voir des gens à gauche qui posent des questions.
Bonsoir, merci pour votre présentation et votre optimisme. Je voulais savoir, vous en tant qu'association, comment vous faites pour... déjà, si vous travaillez avec des collectivités territoriales, et si oui, comment vous gérez la relation? Merci. Alors, au sein de la marque Auvergne, on a toutes les collectivités territoriales qui sont adhérentes. Donc, ça aussi, c'est une partie du boulot qui est pas qu'il faut faire, qui n'est pas celle qui m'éclate le plus. On travaille au sein de la marque Auvergne, on a la chance d'avoir la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui est un partenaire financier de notre association. On a la chance d'avoir le conseil départemental du Cantal, de l'Allier, de la Haute-Loire et du Puy-de-Dôme, donc les 4 conseils départementaux qui sont adhérents et qui aussi financent le plan d'action de notre association. On a plus de 600 adhérents aussi qui, par leur cotisation, financent le plan d'action. Donc on a un plan d'action qui est financé avec du soutien de fonds publics et puis ensuite par le biais des cotisations ou des fonds privés de nos adhérents. Et on a, en tant qu'adhérents, Clermont-Auvergne Métropole, la métropole de Clermont, les agglomérations, donc les grandes villes, je vais vous dire, d'Auvergne, et puis les comités de communes. Et ça, c'était quelque chose qui était un pari important pour notre association, c'est qu'on voulait aussi fédérer les collectivités territoriales, c'est-à-dire celles qui font le territoire, qui sont sur le territoire, qui incarnent le territoire et qui incarnent aussi les facettes de notre territoire, parce que quand vous travaillez avec le Livradois-Forez du côté d'Ambert, c'est pas le même Puy-de-Dôme que quand vous êtes dans les Combrailles, c'est pas le même Puy-de-Dôme que la métropole de Clermont, c'est pareil pour les autres départements, c'est des facettes qui sont différentes, mais qui font aussi la richesse et la diversité de l'Auvergne, et on voulait effectivement aussi avoir cette représentativité-là. La marque Auvergne, c'est pas une marque à Clermont-Ferrand par des Clermontois pour des Clermontois. On voulait effectivement que tous les adhérents soient de nos 4 départements, et donc effectivement, il a fallu mobiliser toutes les collectivités territoriales, quel que soit leur bord politique. Parce qu'effectivement, on a des sous de la région, voilà, on a des sous des 4 départements, voilà. Aujourd'hui, il faut faire avec ces financeurs-là, et heureusement, effectivement, qui sont là pour avoir permis, effectivement, à la marque Auvergne d'exister et de vivre. Mais ça nous permet aussi de, finalement, montrer que l'intérêt et la fierté et la force de l'Auvergne, c'est d'agir. Toutes les collectivités territoriales, toutes les, on va dire, parties prenantes publiques de notre territoire sont fédérées dans cette association. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on est pas mal appelé, en tout cas que moi je reçois pas mal de coups de téléphone d'autres marques de territoire en France qui, elles, disent « mais nous, on n'arrive pas à avoir une marque de territoire parce qu'en gros, nos élus se fâchent entre eux, quoi ». Donc, nous, aujourd'hui, cette dimension de l'Auvergne et cette dimension d'association au service du collectif et du territoire, elle a fait consensus à tous les niveaux politiques, et de la communauté de communes, donc de la petite communauté de communes, jusqu'à la métropole, parce qu'effectivement aussi, c'est cette diversité-là entre la métropole que vous connaissez d'un gros tissu urbain, et à côté de ça, effectivement, avoir des zones, quand on prend l'exemple de certaines parties de la Haute-Loire, qui sont très rurales. Et aujourd'hui, c'est aussi ça, la diversité et la force de l'Auvergne, c'est d'avoir ces composantes-là qui sont unies et qui vont émettre, selon les cibles et selon effectivement un gros travail de marketing qui se fait en amont, mais qui vont aussi avoir leur propre histoire à raconter, mais qui font aussi la force et finalement aujourd'hui la force et même l'attractivité de l'Auvergne. Ouais, pour rebondir sur ce que tu dis, en fait, les marques territoriales aujourd'hui, on en a plus de 300 qui sont recensées, que ce soit de la grande région ou des petites Léviandes du Pays Rouge avec des bassins de communautés de communes. Et alors elles ont tout un point commun. C'est que toutes celles qui sont encore en vie aujourd'hui, elles ont été construites dans une optique de territoire et non pas dans l'optique d'un artefact politique au service d'un homme politique. Et toutes celles qui se sont cassées la figure, c'est qu'elles ont été utilisées à des fins politiques personnelles et non pas à des fins territoriales proprement dites. Donc ça, c'est super important. Et sur les autres marques, elles étaient toutes faites par le même cabinet. Tu sais, ceux qui ont fait la marque Bretagne, ils ont fait Auvergne Nouveau Monde. Et donc, il y a eu une certaine duplication. Je veux bien que les Bretons s'entendent bien. Parce qu'un Breton, c'est un Auvergnat qui a mal tourné, hein, c'est tout. Mais après, c'est vrai qu'en essayant de vouloir trouver des similarités, on a peut-être perdu cette essence même du territoire. Mais sur les marques de territoire, il y en a 10 qui se créent par an, il y en a 10 qui meurent par an. Donc on les voit, nous, on les voit apparaître. Quand on les voit d'ailleurs, c'est un peu le problème, c'est qu'elles sont créées plutôt à une échelle locale, plutôt à des fins de communication locale,
Nous, la marque Auvergne, elle est plus visible à l'extérieur de l'Auvergne qu'en Auvergne. Ça peut être un reproche aussi, mais aujourd'hui, finalement, ça a été l'objet même de notre association, ça a été de se faire voir à l'extérieur de l'Auvergne, pour aussi, justement, nous, sur place, tout le monde fait la communication de l'Auvergne, quelque part. Donc, le fait d'être fédéré avec ce collectif, c'est d'être effectivement cette fusée qui va partir un petit peu plus loin que les petites marques, puisqu'on a aussi des marques locales à notre échelle là. Il y a la marque Cantal Auvergne, il y a la marque dans l'Allier qui s'appelle l'Auvergne d'Or et d'Azur. On a des marques, la marque du Livradois, etc., la marque du Sancy. Et en fait, toutes ces marques-là, aujourd'hui, portent cette notion d'Auvergne, l'IAE, sa marque clairement Auvergne. Et donc, vous voyez, cette fierté, cette revendication, ce portage-là, c'est qu'effectivement, chaque acteur peut être contributeur et acteur aussi de l'image du territoire. Et pour la faire vivre, il faut qu'effectivement, le collectif se mobilise. Et on en revient aussi aux enjeux de mobilisation et de fédération. Une dernière question ? Ouais. Allez, Sam, tu reprends l'avantage. 7-2. Talent. Ouais, c'est ça. Bonjour madame, merci pour cette conférence. J'ai une question qui va être plutôt simple pour la fin. Est-ce que vous êtes heureuse dans votre vie ? Oui. C'est une très bonne question. Eh ouais. C'est une très bonne question Avec, parce que moi, quand je ne le suis plus, j'arrête. Alors je vais répondre oui, monsieur, je suis très heureuse dans ma vie. C'est un exercice qui n'est pas évident de coupler une vie professionnelle comme je peux avoir avec une vie personnelle et derrière effectivement une famille. Je pense que ce côté-là d'ancrage, je ne vais pas vous parler de mon parcours de vie personnelle, mais voilà, des problèmes j'en ai eu, des choses difficiles il y en a eu, et peut-être bien plus que ce que j'aurais dû avoir à l'âge que j'ai. Donc je pense aussi que c'est ce qui fait que j'ai aussi le sourire dans la vie personnellement comme je l'ai dans la vie professionnellement. Et là aussi, il y a une certaine... je pense que ça vous amène une certaine philosophie ou relativité dans la vie. Quand on me disait, des fois, il y a des choses sur lesquelles on a échoué, oui, il y a des choses sur lesquelles... Oui, il y a des difficultés. Et en fait, ça ne m'a jamais arrêté. Donc je pense que, par contre, le conseil que je pourrais vous donner et que je me suis toujours appliqué, j'expliquais qu'il y a des choses que j'aimais pas dans la vie et plein de choses que j'aimais. Donc c'est vrai que je peux pas dire, voilà, des fois mes goûts dans ce que j'aime sont pas toujours complètement arrêtés. Donc quand j'aime pas, par contre, j'aime pas. Mais par contre, effectivement, là aussi, je trouve que l'épanouissement professionnel, il compte aussi dans sa vie personnelle, et l'épanouissement dans sa vie personnelle compte dans la vie professionnelle, parce que j'étais heureuse personnellement, donc j'ai aussi pu vraiment m'éclater et m'épanouir professionnellement. Par contre, effectivement, quand dans l'un ou l'autre, je suis plus heureuse, pour moi c'est pas très compliqué, j'arrête et je passe à autre chose. Donc c'est ça aussi, c'est parfois des prises de risques, mais moi je vous le conseille, faites les choses quand vous les ferez un peu, quand vous les ferez, vous avez la chance de les faire comme j'ai pu les faire, avec le cœur, l'enthousiasme, et nourri de plein de belles rencontres, de plein de belles réussites, parfois aussi d'échecs qui ont fait aussi que la fois d'après, la réussite est encore plus belle. Ça fait que je trouve que la vie, elle passe bien, elle passe mieux, et vécue comme ça, ça me va, quoi. Ok, merci. C'était la dernière question. Donc merci à Cécile d'avoir accepté de marrainer cette promotion 2025-2027. Donc si vous voulez, c'est dans vos signatures de mail maintenant, vous pourrez mettre en dessous de la signature institutionnelle promotion Cécile Cubizol 2025-2027. Voilà, et comme ça vous fera un petit sentiment d'appartenance supplémentaire. Et puis entre-temps, peut-être que vous aurez fait appel à elle pour des conseils, pour des mises en relation. Parce qu'en fait, le dernier auteur que je n'ai pas cité, que je gardais pour la fin, c'était Molière dans la Var, où il y avait une dame qui s'appelait Frosine, qui passait son temps à mettre les gens en relation pour les marier. Elle, c'est les acteurs du territoire qu'elle essaye de marier au mieux pour faire rayonner la région. Et merci en tout cas, Cécile, de ta présence ce soir, de ton apport lors de cette discussion avec les étudiants. Merci à vous toutes et tous. Voilà. Ite missa est.